toi, quel est le lien entre un médecin justement qui peut être en retard, irrité ou parfois maladroit au niveau local et notre système ultra-libéral? Il faut distinguer deux choses. Je pense la maltraitance individuelle, parce qu'il y a la même proportion de connards dans la population médicale que dans la population générale, et donc il y a parfois de la maltraitance médicale qui n'a strictement rien à voir avec une maltraitance institutionnelle ou le fait d'être médecin. Parfois vous tirez le mauvais numéro et vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas de cœur, n'est pas bienveillant, tout simplement, est sexiste, raciste, homophobe, ce que vous voulez. Parce qu'il l'est dans la vraie vie, quoi, et qu'il y a aucune raison que ça change dans sa façon de faire, quoi, en tant que médecin. Et après, il y a la maltraitance institutionnalisée, et là on en revient un petit peu à ce que je parlais, dont je parlais tout à l'heure, et qui a trait pour le coup totalement aux politiques néolibérales qui ont cassé l'hôpital, qui ont diminué le nombre de lits, qui ont fait fermer des services, qui ont embauché moins de personnel. Comment tu veux, Pierre, qu'on puisse être aussi bienveillant quand on a 10 collègues pour un service où il y a 30 patients, que quand on est 2, c'est pas possible. Moi, j'ai des aides-soignantes qui m'appellent parfois, une qui m'a appelé une fois, un dimanche après-midi, en larmes, elle m'appelle, elle était pas en larmes, elle me dit, voilà, je suis toute seule pour 40 patients, et il y en a un qui s'agite, est-ce que tu peux me prescrire des contentions physiques pour le tenir au lit? Et je dis, oui, mais est-ce qu'il y a une raison médicale? Est-ce qu'il y a une justification médicale? Est-ce qu'il menace de sauter par la fenêtre, de partir tout seul? Elle dit non, c'est juste qu'il s'agite et moi je peux plus. Je dis mais je peux pas te faire cette prescription parce que médicalement parlant, elle est pas justifiée, quoi. Et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle m'avait demandé, qui était d'attacher un individu à un lit parce qu'elle était toute seule et qu'elle n'arrivait plus à gérer. Et donc là, on est typiquement dans ce que je te disais tout à l'heure, la maltraitance institutionnalisée, parce que cette aide-soignante n'est pas maltraitante. C'est le système qui la rend maltraitante, tu vois. Elle n'est pas ontologiquement maltraitante. Mais du coup, crois-moi, je suis pas sûr qu'elle soit rentrée chez elle ce soir-là en se disant je fais un super métier, je suis heureuse de le faire et je pense être bonne à mon métier, quoi. Non. Et c'est le drame, c'est que la maltraitance institutionnalisée qui tape sur les patients et les patientes, elle tape aussi sur les soignants. Les soignants en France, on compte parmi nos rangs le plus fort taux de tentatives de suicide et de suicide, quoi. Ah ouais? Oui. Les médecins, c'est les premiers suicidés de France, avec les flics. En même temps, si tu fais une erreur, moi, je me sentirais tellement mal. Oui, mais ça aussi, on nous apprend pas à gérer l'échec médical ou l'erreur médicale. Ouais, c'est clair que pour moi, le lien évident, c'est le manque de ressources, en fait. Que, la version soft, c'est que ton médecin, il va avoir peu de temps pour te recevoir. La version hard, c'est, en temps de Covid, tu dois choisir, il n'y a pas assez de lits ou de respirateurs pour tout le monde, qui vit et qui meurt, et c'est un médecin qui, entre deux portes, doit choisir ça et qui est dans une situation horrible, quoi. Et qui le vivra très mal plus tard. Ouais. Sur le coup, dans l'action, il a pas le temps de se, prendre du recul par rapport à la décision qu'il vient de prendre, mais plus tard, crois-moi, il le vivra très très mal, quoi. Mais tu sais, c'est les gens, ça rejoint intimement la question piquante actuellement dans le milieu médical, qui est la question des déserts médicaux. Ouais. Et quand il n'y a pas assez de soignants dans des régions, voilà. Et d'ailleurs, voilà, tu le dis toi-même, à la campagne. Souvent, les gens s'imaginent que c'est la campagne, genre au fin fond de l'Auvergne, le désert médical, et c'est vrai. Mais le désert médical, il touche aussi les villes. C'est-à-dire que quand, avant, tu avais rendez-vous chez l'ophtalmo en 3 semaines et que maintenant c'est en 1 an, ça, c'est typiquement du désert médical, tu vois. C'est un autre visage du désert médical, mais c'est du désert médical quand même, dont certains patients ou patientes payent le prix, tu vois. Comme une personne, par exemple, femme qui a des problèmes financiers, qui est un peu juste, tu vois, a des douleurs au niveau du périnée, du pubis, et d'un rendez-vous avec un gynéco que dans 4 mois, d'accord? Parce que c'est une consultation publique, mais que si elle pouvait, il y a des consultations privées, elle a rendez-vous la semaine prochaine, hein, mais elle paye 80 € de sa poche, voilà. Et donc elle le fait pas, elle attend 4 mois. Et 4 mois plus tard, on lui dit c'est un début de cancer, c'est dommage, il a déjà bien progressé, quoi. Quelle part durant ces 4 mois, si tu veux, de perte de chance sanitaire due au désert médical, d'accord, est imputable à ces 4 mois qu'elle a perdu, quoi, tu vois. Et tout ça, c'est du désert médical. Quand tu vois, il y a des études très précises qui ont analysé le temps de consultation disponible
pour les médecins généralistes. Eh ben, ce temps de consultation, il était de 15 à 20 minutes dans les années 80. Aujourd'hui, il est de 6 à 7 minutes. Et ça, tu vois, ça, c'est du désert médical. Et comment tu veux que nous, on trouve du sens à nos métiers quand on bâcle comme ça les gens et qu'on va vite. Une patiente qui pleurait la dernière fois à mon bureau, et il y avait énormément de monde en salle d'attente, d'accord, et je me sentais stressé par le monde en salle d'attente. Donc je me dis, c'est pas grave, je prends le temps de l'écouter, et je l'ai écouté. Mais à un moment, et c'est vrai, j'ai juste, tu vois, j'ai jeté un petit coup d'œil au coin inférieur droit de mon écran pour voir l'heure, si tu veux. Et elle a vu que j'avais fait tu vois, juste ce geste-là de regarder l'heure. Et elle a dit tout de suite, oh, excusez-moi, je vous prends du temps, docteur, je suis désolé, vraiment, pardon. Et on devrait pas s'excuser de pleurer dans nos sociétés, tu vois. On devrait pas s'excuser d'être mal chez son médecin, quoi. Et moi, ça m'a fait me sentir mal, ça l'a fait se sentir mal. Et typiquement, ça, c'est la faute d'aucun de vous deux, quoi. C'est la faute d'aucun de nous deux, quoi. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas le Covid. Le vrai problème, c'est le manque de soignants, le manque de lits, le manque de personnel et les budgets de l'hôpital et de la santé qu'on a écrémés depuis des décennies, quoi. Mais tu sais, ils nous ont placés dans une position, comme je l'écrivais hier, en rhétorique, ce qu'on appelle un faux dilemme, qui est de on doit confiner les gens pour leur sauver la vie, parce que sinon les hôpitaux vont être engorgés et on pourra pas soigner tout le monde, d'accord? Ça, c'est un faux dilemme, c'est-à-dire que si on avait mis suffisamment d'argent dans la santé, d'accord, qu'on avait ouvert suffisamment de lits, embauché suffisamment de gens, payé décemment, on n'aurait pas eu besoin peut-être du confinement. On aurait privilégié quoi? On aurait privilégié la distanciation physique, les gestes barrières, mais confiner tout un pays et c'est évident qu'il va y avoir des répercussions économiques, et qui dit répercussions économiques dit un impact direct sur la santé des gens. C'est la plus grande récession depuis 1945. Évidemment qu'il y a des gens qui vont être au chômage, en situation de grande précarité. C'est illusoire de penser que l'état de santé de ces gens ne va pas être impacté par leur état social. Et donc, ça, on ne pourra pas le quantifier, mais ça va occasionner des morts, de la détresse, de la dépression, des suicides, de l'alcoolisme. Et donc, parce qu'on a une politique de santé publique qui est nullissime, d'accord, et qui cherche à rentabiliser l'hôpital, à cause de ça, on va se retrouver avec ce faux dilemme de dire il faut protéger la population vulnérable. Et ça, c'est vrai. Et puis c'est surtout que, comment dire, c'est illusoire de penser que la santé est un poste de dépense comme un autre, d'accord? La santé n'est pas un poste de dépense comme un autre. La santé n'a pas vocation à être rentable, c'est pas possible. On peut pas faire de l'argent sur la maladie, d'accord? Ou alors c'est toujours au détriment de quelqu'un, que ce soit le malade ou de la société, parce que ça coûte cher, d'accord, de faire de l'argent sur un malade. Et donc la santé n'a pas vocation à être rentable. Et dès l'instant où tu te dis on va essayer de capitaliser, de faire de l'argent avec l'hôpital, avec les soins, avec les médecins, à partir de ce moment-là, tu mets le doigt dans un engrenage qui est très dangereux, parce que ce qui fait que nous sommes une civilisation, d'accord, c'est que nous prenons soin des autres, et particulièrement de nos plus faibles, et de ceux qui tombent malades, parce que la maladie, c'est l'injustice ultime, d'accord, elle frappe au hasard, c'est comme ça, et c'est parce que nous prenons soin des plus faibles et des malades que nous sommes une civilisation, et pas un groupe d'individus centrés sur eux-mêmes qui se contrefichent complètement et qui ne font pas nation, pas peuple, tu vois. Ça me frappe à quel point, souvent on parle des conséquences de l'ultralibéralisme sur des vies humaines, mais dans la santé, le lien il est tellement direct, ça peut vraiment faire basculer ta vie, et on le voit très bien en ce moment avec la pandémie, quoi. Les premières populations touchées, ce sont les personnes en situation de grande précarité avec le Covid. Pourquoi? Parce que c'est les personnes en situation de grande précarité qui cumulent le plus de pathologies. Ouais. Je veux dire, on dit toujours les pauvres mangent mal, mais ils mangent mal pourquoi? Parce que ça coûte cher de bien manger, quoi. Et puis il y a tout un niveau socioculturel qui va avec, c'est-à-dire la malbouffe coûte moins cher que la bonne bouffe, et puis on n'est pas forcément bien éduqué à savoir quels sont les produits qui sont bons, les produits qui sont pas bons. Évidemment qu'il y a plus de diabète chez les personnes précaires, mais ça devrait nous interroger. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire de la façon dont on éduque nos enfants à l'école, et notamment dans les couches les plus populaires, à s'alimenter, à rechercher ce qui est bon pour notre corps, voilà. Tout ça, c'est pas fait. Et donc, en plus, du coup, c'est une punition au carré. C'est-à-dire que non seulement les personnes précaires sont précaires, elles tombent malades, et en plus, on les pointe du doigt en leur disant, mais c'est parce que vous mangez mal et que vous savez pas vous alimenter, quoi. C'est une injustice au cube, tu vois.
dire que la santé est un business. Mais la santé est un business, bien sûr, elle est un business. Mais elle est un business pour qui? Pour un petit groupe d'individus. C'est pas le plus grand nombre qui en tire profit. Hein. Je te donne un exemple. En vacances, je suis parti à Miami avec la personne avec qui je vis. Et à Miami, on peut visiter l'île des Stars. D'accord, c'est une île au large de Miami. Qui n'est faite que de villas, si tu veux, tout le long de l'île, comme ça. Et donc, tu fais le tour de l'île en bateau et tu vois la villa de Will Smith, Shakira, Bruce Willis, voilà. Et à un moment, on passe et il y en avait une, mais qui devait être, je sais pas, 4 ou 5 fois plus grande et grosse que les autres, avec 2 fois plus de piscine, 2 fois plus d'espace, et qui était sublime comme ça. Et le guide nous dit, bon, bah, devinez à qui elle appartient. Et tout le monde se disait, bon, ben, ça doit être, je sais pas, on cherchait quel acteur était le mieux payé, tu vois. Et là, il nous sort un nom que personne ne connaissait. Il nous dit, ben non, c'est l'inventeur du Viagra. C'est l'industrie pharmaceutique, le type à la tête de l'industrie pharmaceutique qui a mis au point le Viagra. Quoi. Et donc là, on touche du doigt de deux choses. Un, évidemment, c'est que l'industrie pharmaceutique fait énormément d'argent sur notre santé, d'accord. Et deux, les pathologies qui les intéressent sont pas forcément les pathologies qui sont profitables au plus grand nombre, tu vois. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, il existe des tas et des tas de médicaments pour réveiller, maintenir, stimuler l'érection masculine, tu vois. Mais pour le traitement des douleurs cataméniales, c'est-à-dire des douleurs de règles chez les femmes, on doit avoir 2 ou 3 médicaments qui existent, d'accord? Alors que c'est des douleurs qui touchent 50% de la population et qui les touchent environ une fois par mois pendant 30 ans, tu vois. Et donc là, tu te dis, donc on touche du doigt deux choses. Un, la façon dont le capitalisme a phagocyté l'industrie pharmaceutique, d'accord. Et deux, la façon dont le patriarcat a phagocyté via le capitalisme l'industrie pharmaceutique pour s'occuper de ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est-à-dire le phallus, d'accord. Et tout ce qui est féminin, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche complètement.